Je vous propose, bonsoir mesdames et messieurs, je vous propose que dans une minute on commence, ça nous fera 5 minutes de retard par rapport au départ prévu, mais de manière à ce que vous qui êtes là, mesdames et messieurs, vous n'attendiez pas trop. Et puis, alors, peut-être c'est bien de préciser, nous allons nous présenter, hein, mais nous enregistrons les webinaires de manière à en garder une trace écrite brève que nous postons sur LinkedIn. Nous, c'est Déborah Guides qui le fait. Et d'autre part, une trace plus longue qui donnera lieu à un livre blanc sur différentes thématiques qu'on a abordées depuis le début de la création des webinaires. Le temps que tu dises ça, Laurent, je pense qu'on peut commencer ce webinaire. Ça a fait venir quelques personnes. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous dans ce webinaire organisé donc par le MetaLab, un laboratoire commun entre OnePoint et l'ESSEC, dont les objectifs sont voilà, d'étudier l'intelligence artificielle à l'aune des humanités, et notamment de l'éthique. On est très heureux de vous avoir parmi nous, d'autant plus qu'il fait un merveilleux temps et que vous pourriez être en terrasse au lieu d'être avec nous. Je pense que le goût du savoir ici joue et nous en savons gré. Peut-être en un mot, me présenter, je suis Thomas Perroux, je travaille chez OnePoint, je suis le coordinateur des programmes de recherche et développement et j'ai le plaisir de travailler avec Déborah à l'animation de ce MetaLab qui vous propose tous les 2 ou 3 mois un webinaire sur des thématiques liées à l'intelligence artificielle donc et à l'humanité. Aux humanités, pardon. On a eu le plaisir de parler de l'IA et de la démocratie. On va parler aujourd'hui d'IA et écologie en se demandant avec le panel qui vous sera présenté si l'IA peut devenir réellement un levier de transition écologique. On verra à quelles conditions, si, le cas échéant. Mais voilà, en 2 mots pour cette présentation. Et je vais laisser Laurent Bibard introduire plus directement ce webinaire. Laurent qui est professeur de philosophie à l'ESSEC et qui est, disons, le référent scientifique, le directeur scientifique de ces échanges. Et on est très heureux de le compter parmi nous et de vous compter parmi nous ce soir. Merci Thomas, bonsoir mesdames et messieurs. Je me présente brièvement, je suis professeur à l'ESSEC au département management. J'ai été sollicité par le MetaLab pour réfléchir avec le MetaLab sur les questions d'éthique, comme l'a suggéré Thomas à l'instant, liées à l'IA. Alors, on a régulièrement effectivement des webinaires comme celui de ce soir, avec différents thèmes, dont la question de la démocratie que Thomas a évoquée. On a eu des réflexions sur la question de l'éducation, sur la créativité. Et ce soir, nous sommes sur la question de l'écologie, avec la question de savoir si l'IA peut être utile dans le contexte d'une transition écologique que beaucoup de monde estime indispensable malgré des glissements au niveau international sur la question pour le coup à l'heure actuelle. Alors, nous remercions et beaucoup les panélistes qui sont présents avec nous. Dans l'ordre d'intervention, Théo Luttard, qui est consultant chez OnePoint, qui présentera des éléments concernant les pratiques concernant l'écologie et l'IA. Je dis très brièvement, mais je propose que les panélistes rentrent un peu dans le détail quand vous allez intervenir en vous présentant. Et dans l'ordre, il y aura ensuite Adrien Talent qui intervient et qui est doctorant en philosophie morale et politique et qui abordera la question, entre autres, de la confiance et du contrat, de la notion de contrat social concernant l'IA, l'écologie et la société. Et puis, ma collègue de l'ESSEC, Angela Soutan, qui est au département droit, sciences politiques et environnement. Le nom a changé récemment. Angela, tu pourras corriger. Ma formulation est sans doute Société. erronée. Voilà. Et, euh, et donc, qui interviendra en réagissant aux deux interventions précédentes. Je tiens à remercier beaucoup Hugo Jallet, qui est avec nous, qui est étudiant à l'ESSEC et qui a bien voulu, avec nous, animer la table ronde. Alors, Thomas a indiqué que j'allais animer. En fait, je contribue à l'animation. Mais le vrai animateur, c'est Hugo, et qui va donc euh, passer la parole aux différents panélistes. Alors, pour rappel, plus vous interviendrez, mieux c'est. On va d'abord faire un tour de table des panélistes avec différentes questions que Hugo a préparées. Et il y aura un moment où, au plus
plus tard, à 19 heures, vous aurez toute la parole pour qu'on creuse les différentes questions qui auront été abordées. N'hésitez surtout pas. Voilà, Hugo, merci de prendre la relève. Et moi, interviendrai à l'occasion également. Mais voilà, bon webinaire à tout le monde, mesdames et messieurs. Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Donc comme Laurent a pu me présenter, je suis étudiant même au bachelor de l'ESSEC. Je suis aussi membre du board éditorialiste du MetaLab. Et dans ce cadre-là, je contribue aussi un peu à aider à la modération de ces webinaires. Donc je vais pouvoir, avec l'aide de Laurent, co-modérer, je pourrais dire, ce webinaire. Et un peu est un euphémisme. La contribution est solide. Je pense qu'on peut maintenant passer à la présentation des différents panélistes parce que c'est les personnes qui ont les choses les plus intéressantes à nous dire. Théo, si jamais tu veux dire quelques mots pour te présenter. Ouais, bonjour à tous déjà. Donc, c'est un plaisir d'être là, d'autant plus étant un ancien ESSEC. Donc, ça fait 2 ans que je suis consultant chez OnePoint, mais pour vous donner aussi un peu sur mon parcours à l'ESSEC. Donc, je suis issu aussi du Master in Management, donc avec une formation à la fois généraliste, mais aussi spécialisée à travers la chaire d'économie circulaire de l'ESSEC et puis un certain nombre de cours complémentaires autour des sujets de finances durables, de transition énergétique. Et donc chez OnePoint, concrètement, en tant que consultant, qu'est-ce que je fais? J'interviens sur des sujets stratégiques auprès d'entreprises, principalement du secteur financier, mais ça peut être aussi d'autres secteurs, pour co-construire des plans stratégiques, les déployer de manière opérationnelle en intégrant principalement tous les sujets qui ont trait à l'environnement. Donc, c'est à la fois des sujets climat, mais au-delà des sujets de biodiversité et autres. Il y a aussi des gros chantiers autour de la réglementation ESG, des reporting, où on intervient beaucoup. Les sujets de données d'IA, bien sûr, qui est une des forces de OnePoint, et également les sujets de modélisation financière, comment on peut concrètement, d'un point de vue financier, aller estimer les impacts environnementaux pour avoir cette double vision environnement et économique. Merci beaucoup Théo pour cette super présentation. Je pense qu'on peut maintenant laisser la parole à Adrien. Si pareil, tu peux dire quelques mots. Oui, bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation et l'organisation de ce webinaire sur une thématique qui est en effet relativement cruciale. Donc, comme l'a mentionné Laurent en introduction, donc moi, effectivement, je suis actuellement en doctorat de philosophie à Sorbonne Université, notamment sur les enjeux, disons, éthiques et philosophiques en lien avec l'exploitation des données et leur traitement par intelligence artificielle. Je m'intéresse tout particulièrement dans ce cadre-là à la notion du contrat social, qui pour moi représente un peu disons, cette matrice philosophique disons, initiale, qui depuis l'époque des Lumières a vraiment disons, fourni le cadre de notre représentation de ce qu'est la démocratie, de ce qu'est le bien commun, de ce que doit être une communauté politique et notamment les sociétés démocratiques occidentales. Dans le cadre de ma thèse, j'ai peut-être mentionné que j'ai eu 3 ans de contrat doctoral avec SNCF Réseau, et donc qui m'a permis justement, en fait, en tant que philosophe, d'avoir aussi un pied dans un monde plus pratique, qui est celui disons, d'un grand groupe industriel, lui aussi confronté à des sujets éthiques, des sujets écologiques, et des sujets techniques. Et donc, cette question notamment disons, de l'IA pour l'écologie, disons, je l'aborde un peu par 2 points. Donc, le premier via le contrat social, c'est-à-dire via, disons, une perspective démocratique ou du moins une perspective politique au sens large. Et un deuxième pan qui est davantage de l'histoire des idées, on va dire, en fait, qu'est-ce qui a fait dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire économique, dans l'histoire politique, qu'est-ce qui a créé disons, nos schémas de pensée actuels, notamment notre regard sur l'IA d'un point de vue écologique. Juste Merci un, beaucoup. alors, pardon, Oui, Hugo, Laurent. juste un point pour rebondir en signalant l'importance du propos d'Adrien. Les, les-
derrière l'idée de contrat social se profile aussi la question de l'état de droit. Et moi, je suis en train de remarquer que beaucoup de gens ignorent les conditions d'avènement de l'idée d'état de droit et le rôle de l'idée d'état de droit dans les régimes démocratiques. Et ça, du coup, on est sur des questions très décisives pour le coup. Voilà, pardon de l'interruption. Tout à fait. Non, non, il n'y a pas de souci. Du coup, merci beaucoup, Adrien. Angela, pareil, si jamais tu veux nous faire le plaisir de nous donner quelques mots sur ton parcours et qu'est-ce que tu fais? C'est à mon tour, c'est ça? C'est bon, Oui, le son tout à fait, marche, Parfait. ouais. absolument. Donc, Angela Sita, je suis chercheuse en sciences comportementales. À l'ESSEC, je suis en charge, je suis la responsable scientifique du ESSEC Experimental Lab. Ce que je fais, moi, c'est que je m'intéresse au contrat social avec le futur, pour faire simple. Je m'intéresse à la contribution au bien commun, l'écologie en est un, mais lorsque le bien commun est un bien intergénérationnel. Et pour ce faire, je mène des expériences de laboratoire qui sont des jeux de coordination. Typiquement, dans lesquels effectivement les individus doivent anticiper les anticipations des autres. Et c'est dans ce cadre-là, par exemple, que l'IA peut te fournir des simulations mentales beaucoup plus aisées que la simulation qu'un humain peut tenir. Super. Bah, merci pour cette présentation très succincte, Angela. Je propose qu'on commence, enfin, je propose de commencer avec une première question pour toi, Théo. Par rapport à ton travail, notamment chez OnePoint, selon toi, quelles sont les principales attentes des entreprises vis-à-vis de l'intelligence artificielle dans leur trajectoire ESG? Alors déjà, le premier point qui revient souvent, la notion clé, c'est le couplage avec la performance économique. Il faut rappeler que quand on parle d'IA et de son utilité, à quoi sert l'IA? Déjà, il y a le sujet de l'optimisation. L'IA, ça sert à optimiser, c'est-à-dire, ça peut être soit maximiser des choses, on va essayer de maximiser des impacts positifs, maximiser la productivité, maximiser des revenus, ou alors minimiser des choses, minimiser les délais, les temps qu'on va passer à accomplir certaines tâches, minimiser les coûts ou des externalités négatives, par exemple sur l'environnement. Et en fait, quand on parle d'IA aux entreprises, on s'aperçoit que le sujet qui revient, c'est la performance. On a même, par exemple, dans nos clients, Accor qui nous parle de ESGP ou de PESG, ce qui n'est pas commun. C'est-à-dire qu'autant le sigle ESG est assez commun, hein, on parle d'environnement, de social, de gouvernance. Et là, on associe le P de la performance au même titre que ces dimensions-là, pas dans une optique de découplage, mais vraiment une optique où en fait ces sujets-là sont entremêlés. C'est-à-dire comment on peut coupler ces critères qu'on appelle souvent extra-financiers avec les sujets financiers de la performance. Donc, selon moi, voilà, il faut déjà se dire que l'IA, elle doit être mise au service d'usages qui contribuent à la fois à des impacts positifs en termes d'extra-financiers, mais aussi à des impacts positifs sur le point de vue financier. Sinon, les entreprises risquent de ne pas aller vers ces sujets-là. Deuxième chose, c'est que selon moi, il serait trompeur de dire que l'IA est le pilier d'une trajectoire ou d'une stratégie ESG. Vous n'avez quasiment aucune entreprise qui, lorsqu'elle est présente au marché, à ses parties prenantes, ses investisseurs, sa stratégie ESG, va mettre l'IA comme la pierre angulaire de tout ça. Par contre, l'IA est quand même très utile, mais de manière très concrète pour venir comme accélérateur, comme outil au service de projets, de cas d'usage. Et c'est ces projets-là qui, bout à bout, vont constituer la stratégie de l'entreprise. Donc justement, on pourra juste après voir des exemples très concrets de comment l'IA peut être utilisée pour ces projets-là. Globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que à quoi peut servir l'IA déjà en premiers éléments au service de problématiques ESG. Et bon, là, on va refocuser sur l'environnement parce que le social, la gouvernance, qui sont des sujets importants, elles sont un peu moins après dans le cœur de la discussion. Mais l'IA est très utile pour tout ce qui va toucher à l'automatisation de collecte de données, pouvoir traiter des informations, expliquer des phénomènes passés ou prédictifs,
informer les collaborateurs, améliorer la prise de décision. Donc, quand on dit tout ça, on pourrait finalement avoir une sorte de classification de différents types d'IA, parce que finalement, il y a beaucoup de types d'IA différents. Quand on parle d'IA, on a tendance parfois à un peu tout mélanger, ou à parler d'IA générative maintenant, mais en fait, parfois, pour parler d'IA qui ne sont pas génératives. Donc, on pourrait avoir une sorte de hiérarchie de l'IA avec la première base qui est l'IA descriptive. Donc là, c'est assez simple, c'est se dire, voilà, un phénomène est arrivé, voilà, qu'est-ce qui est arrivé de manière factuelle. Donc, par exemple, je prends un exemple basique d'un assureur. Les assureurs sont très touchés par les sinistres et phénomènes climatiques. On utilise IA pour avoir des explications sur pourquoi cette catastrophe est arrivée. Vous avez ensuite le deuxième étage qui est l'IA prédictive. Donc là, justement, c'est de se dire, je suis un assureur, j'ai des forts enjeux en cas justement de catastrophe climatique, je vais devoir rembourser mes clients, ça dégrade ma marge. Donc, c'est des choses que je dois anticiper. Donc, j'ai essayé d'utiliser l'IA pour prédire des choses qui pourraient se passer. Ensuite, vous avez le troisième niveau, c'est l'IA prescriptive. Donc là, c'est même à se dire, l'IA va me faire des préconisations. Comment, une fois que je sais qu'il y a un risque qu'une catastrophe arrive, comment je l'anticipe, comment je m'adapte, comment j'adresse ces sujets de résilience. Et puis, à le dernier étage, où là, justement, c'est le cas plus actuel qui est celui de l'IA générative, l'IA Gen. C'est comment je génère du contenu via des conversations et du contenu qui peut être à la fois textuel, mais qui peut être aussi de l'ordre de générer des images, des contenus vidéo, où là, on a un champ des possibles qui est assez décuplé. Donc voilà, sans rentrer trop dans les détails à ce stade, les différents éléments que je vois par rapport aux stratégies ESG et environnementales et comment elles sont couplées avec l'IA. Merci beaucoup, Théo. Je pense que j'aurais même une petite question, je pense, pour Adrien. Tu nous avais parlé, en fait, que tu travaillais sur le contrat social, notamment à l'ère vraiment de la data. Et selon toi, en quoi l'intelligence artificielle, elle redéfinirait nos rapports à la nature, à la responsabilité, mais aussi à l'intérêt général? Euh, alors, je pense que enfin, c'est une excellente question et en fait, je pense que la réponse n'est pas la même pour les trois, Mhm. dans le sens où je dirais pas que l'intelligence artificielle redéfinit notre rapport à la nature. Au contraire, je pense que l'intelligence artificielle, elle s'introduit vraiment dans une histoire un peu du temps long, en gros, depuis les Lumières, depuis la révolution scientifique et ensuite les différentes révolutions industrielles du fait que bah, l'être humain se dise qu'il puisse avoir un vrai contrôle de la nature et un contrôle de la nature qui est censé lui amener eh bien, des matières premières, des ressources, qui est censé lui permettre d'améliorer ses conditions de vie. Donc ça, c'est toute la mécanique du progrès industriel et toutes ces choses-là. Et donc là, pour le coup, de ce point de vue-là, je pense que l'intelligence artificielle, enfin l'IA, elle s'intègre vraiment dans cette idée-là, puisque avec l'IA, il y a cette idée de, bah, en fait, on va réussir déjà en amont avec les données à modéliser le réel, et en fait à le modéliser pour ensuite pouvoir faire tourner bah, justement l'IA, en gros, disons des modèles de traitement automatisé de données de manière générale, euh, pour pouvoir avoir disons un impact et une capacité d'agir justement sur la nature. Et donc je pense que l'IA, de ce point de vue-là, elle s'insère plutôt dans ce discours-là. Euh, après, sur la question c'était quoi les deux autres parties de ta question? Je parlais de nos rapports à la nature, mais aussi de la responsabilité Oui, tout à globalement fait. et de l'intérêt général. Voilà. Tout à fait. Et bah, sur la question de la responsabilité, là pour le coup, l'IA, ça bouleverse complètement la notion de responsabilité, puisque théoriquement, euh, nous sommes, nous humains, disons, il est supposé que dans le contrat social, on est responsable de nos actes, responsable de nos jugements moraux, responsable de nos actions, de nos faits. Et en fait, et donc, le contrat social suppose que, euh, puisqu'on est tous responsables, et ben que si jamais, moi, en tant que citoyen, je suis victime d'un problème, d'un litige, d'un mauvais traitement ou d'un abus, que je puisse théoriquement me retourner contre la personne responsable. Ça peut être l'attaquer en justice, dans le pire des cas, mais au moins demander un peu des comptes. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'à partir du moment
où on délègue de plus en plus de décisions et on délègue de plus en plus de parties, en gros, du processus de décision à des machines automatisées, bah, en fait, là, il y a un problème de responsabilité. Puisque d'un coup, ce ne sont plus vraiment des individus qui vont prendre des décisions, qui vont faire des choix, mais davantage des systèmes automatisés. Et donc là, pour le coup, il y a un problème qui est de dire, bon, bah, comment est-ce que nous, on peut réussir à redéfinir des notions de responsabilité comment est-ce qu'on peut décider en fait qui est responsable, par exemple en cas d'accident de voiture autonome, enfin n'importe quoi. Et ça, pour le coup, effectivement, l'IA, elle bouleverse cette chose-là de manière assez forte. Alors, Et sur je l'in- peux me permettre, Adrien, d'intervenir Bien ou sûr, je préfère bien que sûr, Laurent. j'attende? Oui. Bien sûr, bien sûr. Euh, Moi, une remarque que je trouve très, très importante, je crois qu'il faut qu'on redécouvre que derrière n'importe quel outil, et je fais exprès d'employer le mot outil, d'intelligence artificielle, il y a des humains qui Absolument. préparent ce qu'on appelle une décision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision autonome. Oui, bien sûr. Autonomie, en termes décisionnels, n'existe pas. On encode dans les algorithmes une décision préalable. Et donc, de toute façon, ce sont toujours les humains qui sont responsables de ce que fait une machine. Tout à fait. Mais là, mais aujourd'hui, on a un peu la sensation que c'est pas tout à fait comme ça que c'est entre guillemets vendu, on va dire. Ah oui, Euh, oui, mais ça dépend des humains qui les vendent. Absolument. Ah non, mais oui, oui, tout à fait. C'est pour ça Parce que. qu'en réalité, il y a, et on l'a vu très récemment, les événements politiques dramatiques qui ont eu lieu en début 2025 ont révélé que les gens qui sont à la tête d'entreprises gigantesquement puissantes sont tout à fait conscients des manipulations qu'ils font opérer aux machines. Tout à fait. Alors que ce sont les mêmes qui, par la même occasion, et cherchent à se déresponsabiliser Tout à fait. Et à de. faire croire que, absolument. Absolument. Tout à fait. Mais donc, c'est pour ça que ça demande de la part de, disons, de nos institutions issues du contrat social, d'être un peu, de réussir à aller derrière le sorte d'écran de fumée de ces discours qui sont surtout des discours, on va dire, marketing ou des discours de déresponsabilisation, on va dire, au sens large. Et c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. C'est que moi, je crois, après, c'est justement à discuter, hein, mais Bien sûr. il est capital que je me mets parmi le tout venant du public, hein, nous ne nous laissions pas emmener dans l'idée que nous ne sommes plus auteurs des machines et donc responsables des machines. Ah oui, absolument. Non, non, mais tout à fait. Et c'est justement tout l'enjeu de tester un peu, on va dire, la résilience du contrat social, ou du moins de réussir à redéfinir ces choses-là, en se disant que euh, là, en fait, avec l'intelligence artificielle, effectivement, disons, le processus de décision, il est un peu intermédié par ces systèmes-là. Et en fait, il faut réussir à, en fait, à mettre des humains, enfin, des humains derrière, enfin, des humains responsables derrière, en effet. Et Hugo, sur le troisième point qui était la notion d'intérêt général, là pour le coup, l'intelligence artificielle, du point de vue de l'intérêt général, on va dire que c'est une vision un peu, disons, balancée ou du moins ça dépend des cas de figure, dans le sens où euh, théoriquement, l'intelligence artificielle nous est souvent présentée comme allant dans le sens d'une forme d'intérêt général, ou d'aller dans le sens d'une forme de, disons, d'encapacitation des individus, en se disant, bon, bah, en fait, on va permettre de démocratiser l'accès à la réalisation, par exemple, la génération d'images, quand bien même vous n'êtes pas graphiste, la génération de vidéos, quand bien même vous n'êtes pas réalisateur de films, et ainsi de suite. Et donc, il y a cette idée qui est, là, pour le coup, toujours présente dans le progrès technique, de dire, bon, bah, en fait, le progrès technique permet aux individus de faire de plus en plus de choses et d'être capable de faire de plus en plus de choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle existe dans un cadre économique Mhm. qui, lui, pour le coup, rend beaucoup plus difficile, disons, l'idée d'une poursuite de l'intérêt général par rapport à, surtout, en réalité, la poursuite d'intérêts privés et l'intérêt de très grandes entreprises qui, elles, pour le coup, en fait, n'ont pas vraiment un intérêt général, une volonté générale, dirait Rousseau pour parler du contrat social, mais au contraire poursuivent des intérêts privés. Et ça, pour le coup, c'est tout l'enjeu, puisque théoriquement, dans le contrat social, ce que dit Rousseau, par définition, les intérêts privés et les intérêts publics sont complètement opposés. Et donc, en fait, il y a la question, alors peut-être on pourra Ouais. en discuter plus tard, mais de se dire que bah, les grandes entreprises technologiques, il y a quand même peu de chances qu'on puisse en faire disons, des entreprises démocratiques, d'une certaine manière. Comme OpenAI qui veut quitter son statut d'organisation sans profit. Tout à fait, ouais, ouais, bien Bref. sûr. Euh,
Peut-être que je pense qu'on pourrait rebondir, Angela, pour une question avec toi. Euh, En réfléchissant à ces questions-là, il y avait une question qui m'était apparue assez clé. Est-ce que, avec toute l'expérience que tu as, est-ce que tu pourrais nous donner des sujets précis qui pourraient être anticipés grâce à cette intelligence artificielle que l'humain ne pourrait pas, spontanément percevoir? Qui est rassurant avec l'IA, c'est que finalement, elle peut indiquer ce qu'on appelle le comportement moyen, en quelque sorte la norme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, quand on fait des travaux empiriques sur la prise de décision, il y a un résultat validé, répliqué, etc., qui dit que, vous savez, on a deux systèmes de pensée, les fameux poétiquement appelés système 1, système 2. Système 1, c'est le système intuitif, système 2, c'est le système réfléchi. Et dans 90% de nos choix, nous utilisons uniquement le système 1. Le système 2 est très rarement utilisé, il est là, on le réveille lorsqu'on est en danger, etc. Mais pour les décisions courantes, y compris les décisions écologiques de tous les jours, qui sont des décisions courantes, on n'utilise que Mhm. notre système intuitif. Et dans ce système intuitif, en tant qu'humain, ce qu'on fait, c'est qu'on fait très rapidement et très simplement, parce que sinon, on n'a pas assez de capacité, on fait des simplifications. C'est-à-dire qu'on essaye, par exemple, quand on a plusieurs choix, d'en enlever le plus rapidement de la table tous ceux qui nous semblent complexes. S'il y en a trop nombreux, on aime bien la pensée binaire, par exemple, en tant qu'humain, etc. Et donc, lorsqu'on veut anticiper, comme je vous ai dit, les anticipations des autres, parce que finalement, contribuer à l'écologie et contribuer au bien commun, ça veut dire que je fais aussi confiance aux autres qui vont contribuer, parce que sinon, je vais me retrouver le seul contributeur. En tant qu'humain, si j'enlève beaucoup de stratégies, je ne vais plus être capable de m'imaginer tout ce qui peut arriver. Mhm. Or, avec l'IA, en fait, l'IA a la capacité de maintenir cette complexité-là sur la table, de me dire, attention, n'enlève pas cette stratégie-là de la table. Et en gros, elle fait, pour moi, humain, office de stockage mental, en fait, que je ne peux pas me permettre, moi, avec mon cerveau intuitif. Et donc, c'est là, en fait, que justement, l'IA peut me permettre de garder sur la table des stratégies qu'un humain normal, entre guillemets, aurait éliminé dans les dans les premiers calculs d'optimisation, justement, d'optimisation cognitive. Et donc, c'est en cela que ça peut être quand même un outil, je dirais pas d'intérêt général, mais de prise de décision. Voilà, d'aide à la décision. Ouais, d'accord, c'est super clair. Merci beaucoup, en tout cas, Angela, pour cette réponse. J'aurais encore, je pense, une question au moins pour chacun d'entre vous et aussi plusieurs questions auxquelles on pourra répondre, je pense, tous ensemble. Peut-être avant, Mais pardon Hugo, je peux me permettre une oui, question, Angela? Oui, est-ce que le son passe, c'est bon? oui, oui. Ah, ok. Angela, une question. Est-ce qu'on pourrait le formuler en disant, avec ce que tu as dit, en fait, l'IA est un bon outil pour aiguiser et maintenir active notre capacité de problématisation que nous C'est perdrions sinon. oui, c'est une reformulation intéressante et elle maintient active ma capacité de comprendre qu'on est plusieurs à prendre la décision. Donc, ma capacité de problématisation parallèle, en fait, synchrone avec les autres individus. Parce que c'est ça que l'individu n'arrive pas à faire tout seul. On a toujours l'impression que le nombre de personnes qui prennent des décisions autour de nous est un nombre fini. Et l'IA, en fait, me permet justement de rester dans le nombre un peu plus élargi, voilà, d'interventions. Et donc, du coup, de me dire, en fait, ça peut être problématique et ça peut problématiser parce qu'à tout moment, quelqu'un peut arriver avec une stratégie que je n'avais pas anticipée. Voilà. Et donc, grâce au rassemblement des données en quantité gigantesque, pour le coup, on garde des horizons de questionnement qu'on perd sinon dans le quotidien, c'est ça? C'est ça. On garde ce qu'on appelle les modèles de décision multi-agents, en fait. Le cerveau humain ne peut pas garder dans sa tête des modèles de décision multi-agents. Or, les modèles de décision multi-agents n'interviennent pas que dans la décision financière, ça intervient aussi dans la décision écologique. Et donc, c'est ça, en fait. Ça me permet de garder non seulement toutes les options sur la table, mais en plus de m'imaginer mieux qu'est-ce que c'est que la foule, en fait. C'est ça, d'avoir une meilleure visualisation de la foule. Alors là, du coup, j'exprime exprès une surprise personnelle, hein, c'est que compte tenu
du fait que l'IA fonctionne à partir des données qu'elle collecte. Et on avait un moment, et tout le monde entier a été alerté sur le fait que l'IA travaille à partir des données qu'elle a déjà. Il y avait une inquiétude qui était, ben, l'IA va faire régresser l'information parce qu'en fait, elle va travailler uniquement à partir des données déjà collectées. Et ça voulait Oui, dire un appauvrissement de la problématisation. Là, on est en train de dire l'inverse. oui, mais justement, à partir de données déjà collectées, tu peux extraire directement à partir de ces données-là, avec les modèles statistiques, directement des modèles de décision auxquels l'humain ne peut pas penser. Et l'IA maintient également la science des données, parce que quand on récolte des données, on a tendance, nous, par exemple, en tant qu'humain, d'éliminer les extrêmes, de se dire c'est rare, ça ne reviendra pas. L'IA, en fait, elle peut nous faire ressortir l'extrême là qu'on aurait oublié. Elle peut tout Mais autant nous faire ressortir la moyenne, mais aussi l'extrême. Donc, ça nous ça, c'est garde si sur on la lui table. demande, non? Ça c'est si on lui demande, oui, oui, D'accord, d'accord. OK. voilà. Merci. Pour moi, c'est très éclairant parce que du Mm. coup, ça effet de l'IA par rapport à ce qui est Euh, aussi possible par ailleurs. La veille, ça, c'est tout à fait important. Pardon, Hugo. Hein. non, pas de souci. Vous avez quelques problèmes de connexion, Laurent, mais uniquement sur la fin. Simplement pour vous le dire. Bon, je Ah, pense qu'on peut passer à une question suivante, et je m'arrête de notamment toute façon. pour Théo. Moi, j'aurais bien aimé savoir, est-ce que vous avez des exemples ou des cas où l'IA a vraiment permis d'accélérer une transition écologique? Oui, bah, des cas, on en a plein. Et déjà, à ce titre-là, petite autopromotion, OnePoint est en train de rédiger un livre blanc, justement, sur les cas d'usage IA, RSE, donc c'est même plus large que l'environnement, qui sortira au mois de septembre, où justement, on a interrogé nos clients et on en sort avec une dizaine de cas d'usage détaillés sur comment on peut déployer des solutions. Donc, quelques entreprises, par exemple, interviewées, c'est du Accor, Microsoft, CMA, CGM, donc plutôt à des grosses entreprises. Et sur des sujets assez variés, on parle de réduction des déchets, d'optimisation de la consommation énergétique, de la détection des fuites d'eau. Donc, je peux vous détailler quelques exemples parmi ceux-là et puis d'autres. Et il y en a un que j'aime bien qui, justement, est, je trouve, assez concret, qui peut parler à tout le monde et qui a un cas d'usage direct. C'est justement sur le sujet de la réduction du gaspillage alimentaire. Et là, il y a deux acteurs, Accor et Sodexo, qui ont des solutions assez similaires pour ces Alors, Théo, restaurants. pardon, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Moi, j'entends moins bien quand vous parlez. Ah, j'avoue que moi, de mon côté, tout se passe très bien. Ah J'entends bon? vraiment très bien Théo. Bon, Ouais, bah, ouais. c'est bien. Moi, j'entends bien aussi, ouais. Si ça n'est que mon micro, on laisse tomber. Continue, Théo. Non, non, pas de souci. Donc Accor, chaîne d'hôtellerie qui a des restaurants associés à ses hôtels, et puis Sodexo dans la restauration d'entreprise. Et donc, tous les deux utilisent une solution d'IA pour pouvoir prédire la fréquentation des clients dans leur restaurant. Donc ça, c'est un modèle qui va prendre plusieurs données internes et externes comme paramètres. Donc, c'est par exemple prendre bien sûr l'historique passé des fréquentations des clients par jour de la semaine. On est capable d'aller à cette maille-là. C'est pouvoir aussi aller intégrer une information. Est-ce que, par exemple, j'ai un événement qui va être organisé dans mon hôtel, dans mon entreprise à tel jour, et donc je peux imputer que probablement il y en aura une hausse de la clientèle ce jour-là. Et c'est aussi aller prendre en compte, par exemple, des prévisions météo pour se dire, bah, suivant s'il fait beau ou moins beau, les gens vont venir au restaurant. Donc, avec tout ça, vous avez un modèle qui vous permet, sur un horizon de 15 jours, d'estimer votre fréquentation de clients. Et aussi, ça va encore plus loin, quel est le repas susceptible d'être commandé par les clients. Et le taux de réussite de ce modèle-là est assez bon. Et on voit tout de suite des bénéfices évidents. Vous avez à la fois le sujet direct d'une meilleure allocation des ressources, moins de gaspillage alimentaire, mais ça coche aussi plein d'autres cases. Je parlais tout à l'heure de la finalité économique. Moins de gaspillage dit aussi moins de pertes économiques. Vous avez des sujets humains. Si votre personnel il a une idée en tête de la fréquentation qu'il va avoir, il a prévu qu'il allait peut-être avoir un pic qui allait arriver,
il est mieux préparé, donc il est aussi moins stressé lorsque vous avez la foule qui arrive. Donc il y a tout un écosystème vertueux à ces solutions-là. Et vous avez même Accor qui va encore plus loin et qui propose une IA qui, à destination des chefs de restaurant, qui vous calcule une estimation de l'impact carbone des repas que vous proposez et qui va vous proposer des recommandations, des suggestions d'alternatives moins carbonées. Donc ça, c'est un premier exemple assez intéressant. Il y en a plein d'autres dans le monde de la construction de l'immobilier, comment je peux définir mes profils de bâtiments, par exemple, en se disant où est-ce que le soleil va se lever, où est-ce qu'il faut vitrer par rapport à ces paramètres-là, simuler pour les travaux de rénovation énergétique, quels sont les types de travaux qui seraient les plus bénéfiques en termes de consommation d'énergie in fine et donc d'émissions de carbone. Donc, c'est aussi se projeter dans des scénarios. Donc, ça, c'est un deuxième cas assez direct. Et ensuite, peut-être pour finir, puisque le temps tourne, un autre exemple qui est plus indirect, mais qui est extrêmement impactant chez nos clients. Et moi, je travaille beaucoup avec les directions RSE, donc qui sont confrontées à ces sujets. C'est les sujets de reporting, de réglementation ESG. Vous avez un grand nombre en Europe de réglementations autour de l'ESG. Vous avez, si vous en avez entendu parler, la CSRD, la taxonomie européenne, le PIE3 ESG, etc. Les acteurs financiers en particulier ont beaucoup de réglementations. C'est souvent des reportings assez longs. Voilà, la CSRD, c'est des rapports RSE qui vont d'une 100aine à 300 pages. Vous avez énormément de données à collecter, énormément d'informations à rédiger. Et donc là, l'IA peut vraiment être un accélérateur donc qui ne va pas directement décarboner votre business, mais qui vous permet de mieux faire votre travail plus rapidement au service de ces exercices de transparence environnementale. Donc concrètement, à quoi ça peut servir? Premier exemple très classique, un benchmark. Donc c'est je veux me comparer avec les entreprises concurrents, mes pairs. Je peux utiliser une IA pour aller lui donner en entrée les rapports RSE de mes concurrents. L'IA elle va être très bonne pour justement analyser tous ces documents d'un coup, croiser toutes ces informations et vous sortir une analyse comparative de différents indicateurs pour ces entreprises. Ça, c'est un premier cas d'usage sur cette dimension-là. Vous avez bien sûr l'aide rédactionnelle. J'ai mon rapport de 300 pages à rédiger. L'IA peut vous aider, bien sûr, une fois qu'elle est bien cadrée, que vous avez bien structuré au niveau du prompt, à rédiger certains points de données qui vont aller alimenter votre rapport. Vous avez la collecte des données. Si vous avez une base de données qui a été faite vous pouvez demander à l'IA d'aller chercher directement l'info. Par exemple, la CSRD, vous avez pour information 1200 points de données maximum. Autant vous dire que c'est énorme. Donc, si vous avez une IA et des données bien structurées, vous pouvez directement lui demander d'aller chercher dans cette base toutes les données qu'elle a qui permettent de répondre aux indicateurs qui sont demandés par la réglementation. Vous gagnez un temps énorme par rapport au fait d'aller les chercher manuellement. Par rapport au sujet, j'ai bientôt fini. Théo, je suis désolé, je pense que je vais me permettre de te couper pour qu'on puisse un peu laisser la place de parler à tout le monde. Mais en tout cas, c'est super intéressant ces sujets-là. Et à travers le boulot que je mène aussi en ce moment, c'est vrai que l'IA nous a beaucoup aidé côté CSRD. Mais pour maintenant, je pense passer la balle un peu à toi, Adrien. Un sujet dont on avait parlé tous les deux un peu en amont, c'était en fait, selon toi et les personnes qui t'entourent, d'où viendrait le fait qu'en fait, aujourd'hui, il y a une confiance qui est chez certains presque aveugle dans l'intelligence artificielle, notamment pour nous aider dans la contribution de la résolution des différents sujets écologiques, quoi. Euh, en fait, la question de d'où elle vient, je pense qu'il y a un peu deux réponses. C'est-à-dire que la première, c'est un peu ce que je disais précédemment, à savoir que l'IA, elle s'insère dans une histoire un peu du temps long du développement technologique qui a, en gros, depuis le XVIIe siècle, été présentée comme étant vecteur de progrès social, de progrès démocratique, de progrès politique, enfin, de progrès économique, etc. Et donc en fait que aujourd'hui on a un peu la sensation que c'est une nouvelle révolution industrielle qui arrive, qui a priori comme les précédentes devrait nous permettre de générer de la croissance économique, de générer du bien-être dans les sociétés, de permettre du développement, etc., et autres. Et donc on a un peu du coup cette tendance à dire en fait la technologie va nous sauver.
En gros, c'est la position du solutionnisme technologique, en se disant que, bah, en fait, en tant qu'être humain, lorsque nous sommes confrontés à un problème, bah, en fait, c'est dans notre nature de créer des outils technologiques pour résoudre ces problèmes. Euh, Et c'est- donc, bah, Pardon, Adrien, c'est complètement évident, mais comme tu as dit IA, c'est les sciences, évidemment, hein. Et oui, bien sûr. on est tous spontanément au fond scientistes, c'est ça que tu dis, non? Bah, en fait, spontanément, du moins depuis le 4 18e, siècles, 4-5 voilà, siècles. depuis en gros 4-5 siècles, Tout à effectivement, fait. cette position scientiste, à savoir de dire, bah, nous devons mettre notre confiance dans la science et par extension dans la technologie, c'est une position qui est très forte, qui est très forte aujourd'hui, et donc notamment dans l'IA. Et en fait, là où il y a un autre enjeu, c'est que je pense que cette confiance un peu aveugle parfois qu'on peut avoir dans l'IA, c'est que elle elle nous donne la sensation que, bah, en fait, on pourrait presque ne rien changer à notre mode de vie et quand même résoudre le problème écologique. En gros, en ne se disant jamais que, bah, en fait, c'est peut-être aussi à cause du développement technologique depuis 400 ans, ou du moins de notre pensée du progrès technologique, bah, que ça a en partie débouché sur toutes les conséquences et que tous les problèmes écologiques qu'on connaît aujourd'hui, de prédation des ressources, d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution des eaux, des océans, de plastique, etc. Et donc on se dit, bon, bah, en fait, que presque de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle, elle serait bien pratique, puisque bah, elle va simplement nous permettre d'apporter une solution à ce problème qu'on a nous-mêmes créé, euh, et que, bah, en fait, on n'aurait pas besoin de penser des modes de vie plus sobres énergétiquement, des modes de vie Mhm. moins consommateurs de produits, donc potentiellement être moins dans la société de consommation, etc. Et donc je pense que cette surconfiance, elle vient beaucoup de là, en fait, de ces deux points de vue. C'est-à-dire que, pour résumer, il y a une histoire idéologique, politique, philosophique qui nous met un peu dans cette idée-là, de se dire, bon, bah, nous allons être sauvés par la technologie. Et il y a de l'autre côté, qui est plus une logique un peu économique, de se dire, bon, bah, euh, l'IA va nous permettre de en fait, régler nos problèmes sans qu'on ait besoin de changer de comportement. Or, le problème, c'est que l'intelligence artificielle, même si effectivement il y a plein de cas de figure effectivement, qui sont très encourageants sur l'optimisation, sur la prédiction, enfin, tout ce que tu as dit, Théo, effectivement, c'est très encourageant. Il, il faut néanmoins toujours un peu moduler, je pense, ces exemples pour éviter, surtout de la part des grandes entreprises, de tomber un peu dans une forme de greenwashing en se disant, bon, bah, regardez, j'optimise un certain nombre de mes processus, mais néanmoins, mon bilan carbone, en fait, il est toujours démentiel. Et donc, je pense que il y a une notion disons, de recul critique à avoir pour justement avoir une relation, je pense, un peu plus sereine sur ces enjeux-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adrien, encore une fois. Je pense une dernière question pour Angela et après je pense que j'aurai quelques questions un peu plus ouvertes côté table ronde auxquelles tout le monde pourra répondre. Mais d'abord pour toi donc Angela, est-ce que là où les politiques publiques environnementales elles peuvent parfois manquer de légitimité pour certains sujets, est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle elle pourrait vraiment aider à renforcer cette légitimité-là? Euh, on peut utiliser en tant que décideur public l'IA de deux manières. Pour faire simple, soit on utilise l'IA pour travailler sur l'acceptabilité des politiques publiques, c'est-à-dire que je regarde du côté de l'IA quel est le comportement moyen, quel est le niveau de résistance moyenne, quels sont les freins que je vais rencontrer lorsque je vais proposer telle ou telle politique. Mais ça, en fait, c'est la version, vous voyez, influence sociale, manipulation, marketing, on va dire, de l'IA qu'on peut utiliser, mais malheureusement, si on veut qu'une politique publique rencontre l'adhésion à long terme, il faut qu'on se concentre plutôt sur un modèle prédictif, c'est-à-dire au lieu d'essayer de voir où est-ce qu'on aurait de la résistance et travailler sur l'acceptabilité à un moment T, travailler plutôt sur l'accompagnement et la prise en compte des opinions, des sensibilités citoyennes, etc. Ce qui manque actuellement
dans certaines politiques publiques, on va dire, c'est justement la capacité de prendre en compte le point d'intérêt précis de ce qu'elle vise. L'IA pourrait permettre, en quelque sorte, de faire des simulations sur la capacité de la politique publique à répondre vraiment aux problèmes. Je pense que vous le savez tous, que souvent une politique publique, surtout environnementale, est obligé des fois de répondre de manière détournée à un vrai problème de société. Je vous prends par exemple l'exemple du retrait du trait de côte en Bretagne, pour prendre un exemple très concret qui est un problème écologique. Une politique publique aujourd'hui concernant la prise en compte de ce fait se heurte à la sensibilité d'une part des élus locaux et d'autre part des populations sur les questions de logement, parce qu'il y a plein d'individus qui doivent quand même être logés. Or, si j'ai à ma disposition un modèle de simulation simple, l'IA en fait, qui va me permettre de faire comme si je faisais des sondages, vous voyez, comme je faisais des sondages à l'ancienne, je pourrais savoir qu'à l'épreuve des faits, si je faisais des simulations de terrain sur ma politique publique, bah, elle n'aboutirait pas. En gros, donc c'est là où moi je vois une utilité de l'IA comme outil de test en fait de la politique publique. Pardon, Angela, moi je n'ai pas compris l'exemple dont il s'agit. Tu peux le reprendre un tout petit peu, et très concrètement? L'exemple du retrait du trait de côte. Oui, oui, si tu peux, voilà, tout à fait, volontiers. En fait, pour faire simple, avec le niveau de la mer qui monte, on a des zones qui disparaissent, notamment sur les côtes. Oui, Aujourd'hui, en tant qu'élu, si je veux mettre en place une politique publique par exemple, pour essayer de bouger les populations. Enfin, on va faire simple. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais je vous donne un exemple de politique qui pourrait être en place. Je ne dis pas que quelqu'un la met en place. Je voudrais bouger ces populations-là. J'essaie de résoudre le problème du trait de côte, mais en fait, ce que je fais, c'est que je ne prends pas en compte que ces gens-là ont un problème de logement et d'emploi. Et donc, du coup, en fait, si je ne fais pas de simulation sur qu'est-ce que vont dire ces gens-là, en fait, je vais résoudre un problème tout en créant un problème qui est beaucoup plus grand de l'autre côté. Et ça va venir avec de l'opposition, ça va venir avec de la contestation, etc. Voilà. pas veille Or, immédiat, parce que sur le court terme, quand on déloge des gens et qu'on enlève l'emploi, effectivement, et eux ne voient pas l'enjeu à long terme, c'est ça? c'est ça, c'est exactement ça, c'est une question de temporalité. Or, justement, c'est là où l'IA est intéressante parce que pour l'IA, la temporalité est inexistante. L'IA peut aujourd'hui me faire des modèles de prédiction à 10, 15, 20, 100 ans, en fait, parce qu'elle n'est pas humaine. Donc, elle peut voir les temporalités et les réduire en gros, cette distance psychologique, en quelque sorte, que j'ai entre mes actions d'aujourd'hui et les conséquences environnementales de demain. Et donc, en tant que modèle de simulation, elle est pertinente, elle peut faire de l'optimisation de politique publique dans ce sens-là. Voilà. Ok, merci, merci, Super. c'est très très Merci clair. beaucoup. Et c'est Merci hyper beaucoup. important. Ouais. Euh, Maintenant, une question, je pense, qui peut s'adresser un peu à tout le monde, qui est plus une question bah, qui est aussi, je pense, d'actualité. Mais comment est-ce qu'en fait on pourrait, selon vous, parler d'intelligence artificielle durable, entre guillemets, si tous les fondements et la base en fait de cette intelligence artificielle-là, elle dépend à la fois bah, des différentes terres rares ou alors d'une consommation énergétique qui est énorme. Je laisse la parole au choix à qui veut la prendre. Moi, je peux peut-être me lancer et puis je laisserai mes camarades réagir. Justement, pour un peu justement reposer ce débat, il y a durable, pas durable, justement, il y a un peu deux camps. Bon, on parlait tout à l'heure avec Adrien on va dire des optimistes, des technosolutionnistes. Vous avez un Sam Altman qui nous dit l'IA pourrait résoudre le changement climatique. Bon, alors ça, c'est une déclaration très forte, extrêmement optimiste. Le pourrait est intéressant parce qu'on voit aussi qu'on est de l'ordre de l'hypothétique plutôt que dans une réalité de cas vraiment identifiés. Vous avez un peu dans la même veine une grande banque américaine Morgan Stanley qui a publié une étude justement où elle essayait d'identifier les impacts positifs et négatifs de l'IA sur l'environnement et il concluait que les impacts positifs étaient supérieurs aux impacts négatifs. En réalité, quand on va lire l'étude,
les conclusions sont assez critiquables. Et donc, vous avez de l'autre côté, on va dire l'autre camp, justement, les critiques de cette durabilité de l'IA, qui ont justement des arguments à faire valoir, justement, sur les sujets des ressources, du climat, de l'énergie. Il y a un auteur français que je peux vous recommander de lire, qui est Philippe Biwix, qui est un spécialiste, justement, des sujets du numérique et des questions environnementales, qui a publié un livre, ça fait une dizaine d'années, L'âge des low-tech, où justement il met en garde contre la non-compatibilité entre nos modèles de croissance et les technologies qui vont de plus en plus vers des ressources gourmandes en ressources précieuses et autres. Et qui recommande justement de davantage s'orienter vers des ressources plus low-tech, donc certes moins puissantes, mais moins gourmandes et donc plus orientées vers la durabilité. Au-delà du sujet des ressources, autre problématique que vous mentionnez, il y a le sujet de l'électricité et de l'énergie. Gartner nous a publié une étude qui dit qu'en 2027, 40% des data centers pourraient être menacés en termes d'approvisionnement en électricité, ce qui est énorme. Sur l'eau, très similaire, vous avez une problématique de stress hydrique et d'approvisionnement. Microsoft, dans son rapport RSE récent, nous dit 40% de nos data centers utilisent de l'eau qui provient de zones qui sont en stress hydrique. Donc 40%, c'est énorme. Qui sont comment, Donc, tu dis Théo? comment? Qui sont En comment? stress hydrique, en situation de stress hydrique. Donc, on voit qu'on a des problématiques globales quand on parle d'IA durable, mais on a aussi des problématiques locales, et ça, c'est important de le dire. L'eau, l'approvisionnement, si vous allez piocher votre eau dans des zones en stress hydrique, ça veut dire que non seulement vous en avez moins dans cette zone, mais vous devez aller vous approvisionner plus loin. Et pour les sujets de biodiversité dont on a peu parlé et dont on parle peu sur l'IA, il y en a aussi. La biodiversité, c'est un sujet très local. Lorsque vous allez extraire vos matières premières ou implanter vos data centers, vous artificialisez des sols et ça, c'est des conséquences directement en termes de localité. Donc, pour conclure, et je laisserai la parole à mes collègues, il y a un vrai sujet de résilience quand on parle d'IA. Est-ce que l'IA peut être résiliente ou est-ce que ce sujet des ressources, finalement, pourrait signer à terme une sorte de fin de l'IA où finalement ce modèle-là, et ça ne se pose pas qu'à l'IA, mais aussi à nos modèles autour du numérique et de la croissance, comment on fait pour mettre au service l'IA de la durabilité alors qu'elle s'appuie elle-même sur des ressources qui, elles, sont finies. Moi, je crois très important de dire deux choses. Quelqu'un qui est un très grand expert de l'IA, qui est Nicolas Sabouret à Paris-Saclay, dit le problème de l'IA très probablement peut devenir celui des ressources pour fabriquer les ordinateurs, etc., donc les métaux précieux et autres. Et quand on change, quand on met à jour un système, un logiciel, tôt ou tard, on est amené à changer la partie hard, donc la partie matérielle des ordinateurs. Et ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, une question toute simple. Moi, je suis très impressionné, Angela, en t'entendant parce qu'il y a des aspects extrêmement positifs de l'IA. Et du coup, nous gagnons à nous demander à chaque fois à quoi ça sert, qu'est-ce que nous faisons. Et tout ce qui est bénéfique, il faut le faire. Et tout ce qui n'a pas de sens, on peut le laisser de côté. Mais le tri est très, très peu fait. On entend très peu la question à quoi ça sert, pourquoi il faudrait développer l'IA. Et là, on est sur une discussion fondamentale par rapport à la rareté des ressources. Je ne sais pas si Angela ou Adrien, vous voulez rebondir sur ces sujets. Moi, je peux rebondir. Enfin, oui, effectivement, c'est vrai que dans la question, disons que parler d'IA durable, il y a quand même une forme de paradoxe, surtout dans l'état actuel des choses. En fait, effectivement, là, dans l'état actuel des choses, l'IA n'est pas durable. Par contre, on peut effectivement imaginer des usages durables de l'IA. Enfin, à la limite, c'est plutôt ça qu'on pourrait imaginer. Mais aujourd'hui, dans la production de l'intelligence artificielle, alors, avec tout ce qui a précédemment été dit par Théo, Laurent et par toi dans ta question,
montre bien que de toute façon, là, à l'heure actuelle, euh, disons, l'IA en tant que telle n'est pas durable. Après, pour le coup, ce n'est pas propre à l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, il faut surtout en fait, poser la question du système économique et du système politique dans lequel se déploie l'IA. Euh, Quand Théo, tu parlais effectivement de Phil Biwix qui parle des low-tech, effectivement, il y a cet enjeu de dire en fait, rien n'est jamais inévitable. Tout est toujours une question de politique ou une question économique. Et de dire, bon, bah, le fait de renouveler si vite les modèles, de renouveler si vite les outils technologiques, c'est pas quelque chose qui va forcément de soi. C'est au bout d'un moment, c'est un choix, c'est parce que ça s'intègre dans un système capitaliste qui promeut la consommation, qui promeut le renouvellement. Et ça, c'est absolument insoutenable d'un point de vue écologique. Mais on peut effectivement imaginer tout un tas disons, de récits alternatifs, en fait. En fait, il faut penser l'alternative en se disant, ce que nous disent les grandes entreprises technologiques ou le discours dominant sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas ce n'est pas inévitable. C'est pas ça la fatalité. Et que, en fait, on peut imaginer des usages, mais plus que des usages, justement, un développement soutenable, enfin, plus soutenable, en se posant la question du pourquoi, ce que disait Laurent, effectivement, juste avant, avec lequel je suis complètement d'accord, de dire, bon, bah, l'enjeu, c'est pas juste développer l'IA pour développer l'IA par plaisir, même si c'est grosso modo, c'est surtout ce qui se passe aujourd'hui. C'est de dire, d'accord, on est capable de faire ce type de système technologique, bah, pourquoi faire? Quel choix est-ce qu'on met en avant en tant que société humaine? Vers quel monde est-ce qu'on veut aller? Et est-ce qu'on est d'accord de donner les clés du camion, entre guillemets, euh, aux grandes entreprises technologiques? On pourrait répondre à cette question par la négative et justement réfléchir et là pour le coup, il y a Théo l'a cité, et même d'un point de vue démocratique, il y a plein d'exemples d'utilisation de systèmes d'IA pour favoriser, disons, la démocratisation des sociétés, la participation, la délibération, enfin, voilà, il y a tout un tas d'exemples. Donc, évidemment, l'enjeu, c'est de dire, rien n'est jamais inévitable, mais ça implique disons, repenser le système au global. Super. Bah, merci beaucoup, Adrien. Je pense qu'on va petit à petit arriver à la session questions-réponses. Mais Angela, si tu voulais toi aussi intervenir vis-à-vis de ce Alors, sujet-là avant. oui, je peux dire quelque chose de très simple. Encore une fois, avec ma lunette de comportementaliste, en termes de comportement, nous, en tant qu'humains, on a besoin de 2 ou 3 règles, en gros, qui gèrent à peu près le contexte dans lequel on prend nos décisions. Et si je parle de durabilité, mais durabilité de la norme, là, je parle durabilité dans ce sens-là, d'accord? Donc, pas durabilité de point de vue du calcul de l'empreinte carbone, durabilité de la norme. L'IA permet aujourd'hui la généralisation de ce qu'on appelle la connaissance commune. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, je sais que ça existe, je sais que la norme, elle est toujours là. Et en fait, ça me fait des raccourcis de pensée. J'ai plus besoin de faire des computations dans mon cerveau. En fait, ça me facilite cette connaissance, l'acquisition de cette connaissance commune-là dont je n'ai pas toujours la certitude. Et donc, en tant que réducteur d'incertitude, je trouve que on peut reconnaître à l'IA l'avantage, voilà, de durabilité dans ce sens-là, de préservation de la norme. Merci beaucoup, Angela. Comme du coup je l'ai dit dans le chat, si jamais vous avez des questions et que vous ne pouvez pas ouvrir votre micro, vous pouvez directement les poser dans le chat. Et si jamais vous voulez nous faire, je pourrais même dire l'honneur de communiquer, d'interagir avec nous, je vous laisse ouvrir votre micro et poser les questions si vous en avez. S'il n'y a pas de questions, pour l'instant, en tout cas, Hugo, je crois que c'est le cas, non? Non, ça n'a pas l'air effectivement en Oui. revanche. Alors, moi, j'ai une question pour Angela, si Angela, tu veux bien, que je trouve très importante. La question de la norme, est-ce que c'est la question de la diversité des avis que tu évoquais tout à l'heure en disant l'IA nous permet de problématiser et de maintenir un degré de problématisation parce qu'on maintient la lucidité ou la connaissance des différents aspects possibles d'un scénario. Est-ce que la question de la norme est équivalente? Est-ce qu'elle est superposable?
Alors, si je comprends bien ta question, elle est superposable parce que j'ai besoin en même temps, en fait, pour fonctionner, j'ai besoin de la norme, pour faire simple. J'ai besoin d'une norme descriptive qui me dit ça se passe à peu près comme ça, et c'est ça le cadre dans lequel j'évolue. Mais si je veux fonctionner de manière optimale, vu qu'on a parlé tout à l'heure d'optimisation, j'ai besoin d'une norme injonctive, comment je devrais faire. Voilà. Et l'IA me permet les deux, en gros, parce qu'elle me permet rapidement de savoir quelle est la norme descriptive, quelle est la norme de comportement, mais elle me permet aussi de faire une projection de normes injonctives, qu'est-ce qu'il serait bon de faire, en gros, en prenant en compte aussi les comportements extrêmes et l'incertitude. C'est ce qu'on voit, nous, dans la prise de décision. Nous, on a travaillé sur des dilemmes très simples, en fait, des dilemmes de coopération au bien commun. Hein. Voilà, on a travaillé sur ça. Et donc, quand tu prends une décision simple, coopérer, être coopérateur conditionnel, être coopérateur inconditionnel, être passager clandestin, tout simplement, il te faut ces deux modèles-là de connaissances communes que l'IA peut te donner plus facilement que tes simulations mentales à toi. C'est ça qu'on a vu, nous, en laboratoire. Voilà. Ça veut dire que la norme initiale, c'est ce qui se fait. Et là, ça Mmh, pourrait ressembler au simplisme que tu suggérais tout à l'heure. oui, On s'habitue à des trucs évidents et on réfléchit plus, mmh, quoi. c'est Tandis ça. que ce qui devrait se faire, ça ouvre l'horizon. C'est ça, exactement. OK. Et en fait, nous, en tant qu'humains, on a un historique. On sait à peu près ce qui se fait, d'accord, parce qu'on a vécu. Mais imaginons qu'on arrive dans un nouveau pays, dans un nouveau quartier, etc. Et là, tu n'as pas d'historique. Tu ne sais pas ce qui se fait. Ça peut te donner, voilà, une indication rapide. Et c'est comme si tu avais un historique d'interaction humaine, en quelque sorte. Et l'IA peut aider à ces deux niveaux en repérant ce qui se fait et en aidant à garder à l'esprit ce qui pourrait se faire. Exactement. Et puis en D'accord. ayant un niveau d'introspection collective qui fait que je sais, que tu sais, que je sais que c'est ça la norme descriptive. C'est là où l'IA intervient parce qu'elle nivelle la connaissance commune, en quelque sorte. Donc on sait qu'on a à peu près la même base. Et est-ce que tu sais, là pour le coup, en termes pratiques, hein, si ça c'est utilisé par des gouvernements? Alors, il n'y a aucun gouvernement qui dit qu'ils utilisent ça aujourd'hui dans ce sens-là. Il est possible que ça soit utilisé, mais personne n'a dit qu'il le faisait. C'est utilisé pour l'instant par les chercheurs et j'espère que les chercheurs vont arriver à en parler au gouvernement pour que ça soit utilisé. Voilà. Et oui, oui, parce que c'est l'aspect, le rôle politique que ça peut jouer. Hein. Mm. Merci, merci beaucoup. Et Hugo, Merci. je te repasse la main, mais merci, merci bien. Oui, oui. Bah, il nous reste une petite dizaine de minutes. Ce que je vous propose, c'est que si jamais il n'y a pas de questions qui veulent être posées, moi, je peux vous en poser une Ah petite oui, dernière à vous, Angela, Théo et Adrien. Ma question elle était plutôt concernant l'aspect gouvernance autour ah bah de on revient à la l'intelligence. question politique. Oui. Voilà, de l'intelligence artificielle. Est-ce que, bah, c'est des avis, je pense, qui vous seront à tous assez personnels, mais est-ce qu'elle devrait être bah, plutôt cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle devrait être publique, régulée, plutôt créée d'une manière, on va dire, commune et citoyenne, ou est-ce qu'elle devrait être au contraire complètement décentralisée? Quelles sont véritablement vos opinions sur ces sujets-là, quoi? Je sais pas si quelqu'un veut prendre la main. Allez, je peux essayer de prendre la main et de me lancer sur cette question qui est une question pas facile. Oui, Euh, désolé. et je vais éviter de répondre. Bon, bah, idéalement, ce serait tout à la fois. Alors, je pense que dans cette question de la gouvernance pour une IA écologique, euh, alors l'idée que l'IA puisse être vraiment co-construite par l'entièreté des citoyens, alors même si c'est une belle idée, j'ai quand même du mal à croire que ça puisse être possible, puisque j'ai du mal à penser que en fait, il y aura une telle diffusion des compétences techniques nécessaires pour développer l'IA que en fait, une vraie IA citoyenne, enfin, c'est-à-dire que créée collectivement par tout le monde, soit vraiment possible. Et je pense même que c'est pas nécessaire, dans le sens où, effectivement, si on veut une IA bah, la plus efficace ou la plus durable, ou enfin voilà, la plus qu'on veut, il est il est bien aussi de confier ça, entre guillemets, à des experts. Alors, je vais mettre le mot expert entre guillemets, mais tout de même, à des experts. Par contre, ce qui est primordial,
c'est, je pense, l'aspect public et régulé, du moins. En se disant que bon bah c'est pas parce que vous êtes le développeur, vous êtes l'entreprise qui développe tel modèle d'intelligence artificielle que vous avez une espèce de blanc-seing et qu'en fait vous êtes hors de toute régulation ou hors de tout contrôle euh, politique et démocratique. Donc je pense que évidemment de ce point de vue-là, la régulation elle est évidemment incontournable. Euh, et l'aspect public. Pour revenir à ce qui était le tout début de ce webinaire, la question d'intérêt général, qui est très présente effectivement dans les théories du contrat social, si on veut aller vers... Qui dit intérêt général dit intérêt public, en gros. Et donc, pour cueillir des intérêts publics, bah, il faut bien que, d'une certaine manière, les modèles d'intelligence artificielle ne soient pas simplement concentrés dans des structures privées qui ne poursuivent pas qui, disons, qui poursuivent pas par définition euh, l'intérêt général, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément contre l'intérêt général, mais du moins, c'est pas leur, c'est pas là-dessus qu'ils vont être jugés à la fin des fins, que ce soit sur un marché boursier ou par des agences de notation, que sais-je. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un besoin d'une gouvernance qui soit, bah, disons, très régulée et publique, et qui mette en avant, bah, en fait, le type de société future vers lequel on veut aller, et de faire une IA justement plus, bah, plus démocratique, publique, et plus agile, enfin, du moins, qui puisse tomber entre les mains du plus grand nombre. Adrien, une question Oui, technique, si je puis oui, dire. oui. Est-ce que tu es au courant de ce que le général Paloméros a suggéré quand on a commencé à comprendre que la menace de guerre, je parle de guerre, Oui. étant réelle malheureusement en Ukraine, pouvait devenir une menace réelle pour toute l'Europe. Et lui qui a travaillé pour l'OTAN, enfin pour la France à l'OTAN, et est extrêmement instruit de ce qui se passe, a dit, on ne peut plus compter de manière immédiate sur une force militaire qu'on n'a pas cultivée, on n'a pas donné les ressources suffisantes. Donc l'Europe est faible militairement, mais il a dit, ce que nous pouvons faire, c'est favoriser la création d'une IA spécifiquement européenne, indépendante de Google, de TikTok, de tout ce qu'on veut, et démocratique. Alors, je ne sais pas comment il entend le mot de démocratique, et là, je viens au propos que tu viens de dire, hein, et hyper important, bien sûr. Mais il dit, l'arme principale, c'est celle des cœurs, en quelque sorte, qu'on éduque les gens et que ça passe par une IA spécifiquement européenne qui ne dépendent pas des IA américaines, chinoises, etc. Et on sait combien les IA étrangères sont manipulées. Ce qui s'est passé en Roumanie pour tenter de favoriser une élection d'extrême droite qui a heureusement échoué témoigne remarquablement du problème, malheureusement. Et du coup, on est sur l'idée de dire l'IA peut devenir un atout géopolitique, démocratique, en tout cas politique, européen. Et là, on est dans l'ancrage de l'Europe sur l'état de droit, sur la Oui, notion d'état de droit. oui, ah bah, tout à fait. Effectivement, il y a l'enjeu énorme qui est sous-jacent à, effectivement, à la question d'Hugo et dans l'aspect public, c'est évidemment la question de la souveraineté numérique. C'est-à-dire de se dire que, effectivement, à partir du moment où en Europe, on dépend exclusivement de modèles étrangers, et même quand on parle de Mistral, que le président de la République aime beaucoup mettre en avant, aujourd'hui, Mistral, à son board, ses financeurs sont majoritairement extra-européens. Euh, Absolument. Alors que nous avons tous les moyens de créer une IA autonome. Hein. Hmm. Bah, c'est pour ça que c'est un choix. En fait, on revient toujours en fait un peu à ce Tout mantra à fait. Tout à fait. du fait que c'est des choix politiques et c'est qu'il y a il y a un moment où on n'a pas alors ça, je suis pas je suis pas dans le détail de, de- des choix politiques à ce niveau-là, mais voilà, il y a des choix politiques qu'on a fait, d'autres qu'on n'a pas fait. Et sans doute que disons, dans les heures sombres qui nous guettent et dans lesquelles on est déjà un peu rentré, bah, en fait, il s'agirait effectivement disons, de prendre le sujet un peu à bras le corps, on va dire. Et là Et où je si trouve très important. est-ce Ah, que je pardon.
Oui, oui, Non, bien je sûr. voulais juste répondre par rapport à ta question. Donc, pour ayant voté aux élections roumaines, moi, de mon côté, parce que j'ai voté aux élections roumaines et heureusement, ça s'est bien passé. Il se pose, il me semble, dans la gouvernance de l'IA, la question des incitations, ben justement des gens qui gouvernent l'IA. Quel type d'incitation tu mets en place pour les individus qui créent, qui développent l'IA? Est-ce que de ces incitations-là, on retient que la performance? Mais finalement, ça rejoint ce que je suis sûre, Théo connaît parfaitement, parce que finalement, ça rejoint la question de l'incitation responsable des patrons, finalement. Est-ce que tu mets des objectifs de responsabilité, des objectifs de bien-être, etc., dans les incitations? Est-ce que ces incitations-là sont dépendantes du bien-être créé ou pas par l'IA? Parce que si c'est juste un objectif de performance de manipulation, forcément, on va déboucher sur de la manipulation et de la performance. Voilà. Donc, en gros, dans la gouvernance, il ne faut pas oublier que tant que les incitations ne sont pas bien calibrées, on ne peut pas se retrouver avec une IA démocratique. Voilà. Ça, c'est hyper important. Moi, je n'avais pas repéré que tu avais voté là, Angela. C'est hyper important ce qui s'est passé. Et ça, on ne le dit pas assez pour le coup, hein. Ouais. Je trouve qu'on le dit. Euh, Oui, pardon, Hugo. Théo, si tu veux ajouter quelque chose, c'est avec plaisir. Sinon, je pense qu'on peut se laisser chacun la parole pour avoir un petit mot de conclusion. On a commencé 5 minutes, on a en retard. Je propose qu'on finisse 5 minutes en retard également. Mais si jamais Théo, tu On a veux encore un peu de intervenir temps. avant. Il est 19h15. On a un bon quart d'heure devant nous, hein. Non, bah, je laisse la place pour la suite. Ah, J'ai juste une petite question, si vous permettez. ben, bien évidemment. Là, on parlait que l'IA doit être accessible à tout le monde, ça va être un outil, et puis je pense que du coup, plus ça va et plus la population... Alors, pardon, excusez-moi. Le micro, ça fait un bruit très inégal et parfois très fort. Ah, Auriez-vous le moyen de le réguler un tout petit peu? attendez, je vais essayer, mais ça va être Ah, là, compliqué. c'est pas mal. Je crois. Je sais pas, je demande aux autres personnes. Est-ce que. Ah, ça va? Allez-y, Ouais, tentez donc. ouais. Donc, je disais que l'IA est appréhendée de plus en plus bah, par beaucoup de monde, et puis tout le monde s'en sert actuellement. De plus en plus, et puis ça va s'accroître vertigineusement. Et donc, j'ai un peu peur, donc je voulais juste connaître la probabilité de corruption d'une IA, on va beaucoup l'utiliser, et puis petit à petit, ça va remplacer un bout de notre cerveau, je pense, puisque à chaque fois qu'on doit faire la recherche, au lieu de le faire, on le soumet à l'IA, on soumet plein de choses à l'IA, et puis, du coup, on va croire en cette IA quand elle va nous dire des choses. Et puis, l'IA va nous informer des choses. Donc, ça va revenir puisque ça va être bientôt proactif. Il va plus attendre simplement qu'on pose des questions. Il va nous notifier de pas mal de choses. Et puis, et donc, j'ai un peu peur que ça devienne un espèce d'outil comme les réseaux sociaux pour influencer un peu la population, les foules, la manière de penser. Et comme vous disiez que cette IA, grosso modo, ça dépend des propriétaires de ce qu'ils mettent dedans. Quelles sont les probabilités que ces IA soient entre guillemets un peu biaisées pour faire en sorte que, bah, je sais pas, que la démocratie vacille ou des régimes soient touchés. Merci de la question. Je Euh, sais pas si quelqu'un veut prendre la parole Moi, pour je répondre. peux peut-être répondre au moins sur la fin, sur les enjeux de biais notamment. Bah, alors, en fait, il faut partir du principe que de toute façon, une IA sera biaisée. Disons, c'est le point de départ de base. Donc, c'est la fameuse idée de se dire que comme l'IA est fondée sur des données qui sont elles-mêmes biaisées parce qu'elles issues du monde réel, et bah, donc assez mécaniquement, une IA est biaisée. Euh, et après, sur l'aspect de à quel point est-ce qu'une IA peut être
être corrompu. En fait, là, effectivement, c'est là où on arrive encore à des questions de souveraineté, mais là, pour le coup, des souverainetés presque de sécurité-défense ou d'intérêt de la nation. C'est cette idée de comment est-ce qu'on essaye de lutter pour, justement, éviter toutes les campagnes de désinformation, toutes les campagnes de manipulation de pays tiers et non amis. Mais ça, pour le coup, pareil, c'est une question c'est une question de régulation et c'est une question, pour le coup, de souveraineté, en fait, de contrôle, entre guillemets, du système technologique. Ouais. Comme les logiciels, on arrive à les hacker, j'avais un petit peu peur que on puisse, entre guillemets, hacker une IA, lui balancer des données, et au fur et à mesure, le biais s'accentue et on le sent pratiquement pas, parce que en fait, selon les conditions, etc., il va répondre à des choses assez, on va dire, conventionnelles. Et puis, voilà, j'imagine que c'est des systèmes qui sont hackables comme n'importe quel système. Ah oui, alors ça, pour le coup, on rejoint des questions de cybersécurité très traditionnelles qui sont pas propres à l'IA, mais qui effectivement se posent de nouveau avec l'IA. Moi, je trouve important de réagir en soulignant que les questions qu'on est en train de poser sont des questions éternelles. C'est des questions de pouvoir. Ce sont des questions qui, moi, me ramènent souvent à cette expression de Spinoza qui dit le plus bas degré de la vérité, c'est la rumeur. Et les réseaux sociaux favorisent considérablement la rumeur. Eh bien, on est dans des questions qu'on a toujours connues. Et du coup, la manière dont vous posez la question me semble très importante. Vous dites, on va être de plus en plus pris, etc. Peut-être, mais en ajoutant, si nous le voulons bien, parce que la notion de résistance a toujours existé, partout, absolument partout. Et il n'a pas fallu attendre la Seconde Guerre mondiale pour qu'elle émerge. La résistance à l'oppression ou l'imbécilité ou l'idéologie ou la tyrannie ou l'absence de pensée a toujours existé. Et sur ce plan, je crois que c'est même pas la peine de répondre à la question de la probabilité des IA. Les IA sont en train déjà de donner le meilleur, comme l'a évoqué Angela à plusieurs reprises de manière, je trouve, extrêmement convaincante, et le pire, les deux à la fois. Mais c'est à nous, humains, qui fabriquons les outils, qui les utilisons, qui les maintenons, qui les inventons, qui les créons, c'est à nous d'être vigilants. Et du coup, la réponse à la question des probabilités, je pense qu'elle est secondaire par rapport à une autre question qui est comment favoriser que nous cultivions notre capacité humaine de réflexion, tout simplement, de problématisation, dans l'horizon de discussion avec Angela tout à l'heure d'ailleurs, hein, de prise de recul, de prise de distance. Là, on est sur la bonne question. Il me semble que Julie, j'ai si on vu. demande, pardon, je finis très rapidement, il me semble que si on demande quelle est la probabilité qu'on soit noyé, on l'est déjà. J'exagère le propos, hein, bien sûr. Mais je crois que c'est très important qu'on ne s'inféote pas à la question de la puissance de l'IA. Nous sommes ceux qui les créons. Pardon, Hugo. Non, non, pas de souci, c'est très intéressant toujours de vous entendre parler. Julie, j'ai vu votre question dans le chat, mais effectivement, si vous voulez prendre la parole, ce sera peut-être, je pense, encore plus simple, encore mieux. Oui, bonjour. Parmi toutes les formations que j'ai à mon actif, j'ai notamment fait l'Institut des hautes études de défense nationale récemment. Et donc, j'ai travaillé sur la question de l'IA. C'était au mois d'avril, donc c'est assez récent. Et on a travaillé sur ces questions-là. Et il me semble que différents questionnements que vous soulevez, que ce soit en termes d'éthique, de gouvernance, en termes de souveraineté, c'est justement l'objet de ce qui a été l'IA Act et qui a plusieurs phases de mise en place. Notamment, il y en a déjà eu une, il y en a une autre là à août 2026 et août 2028. Et effectivement, c'est la seule façon, c'est ce pourquoi effectivement, surtout Thierry Breton s'est penché sur la question avec d'autres au niveau européen, d'essayer de mettre des garde-fous par rapport à nos valeurs, par rapport aux manipulations qui peuvent être faites. Aujourd'hui, entre les hallucinations et les biais,
qui que ce soit qui conçoit une IA, et pour l'instant, les grandes puissances qui conçoivent les IA sont essentiellement la Chine et les États-Unis, sont biaisées puisqu'elles sont construites en fonction des sociétés et autres. Et donc, parmi notamment tout ce qu'on a étudié, au niveau, par exemple, des sociétés européennes, beaucoup de problématiques ne peuvent pas être traitées par les IA actuelles qui sont faites par les États-Unis comme par l'Asie parce que les modèles qui sont rentrés et on va dire même également tous les aspects sociologiques et comportementaux sont basés sur justement une société asiatique ou une société plutôt nord-américaine. Et donc, effectivement, ça crée des tas de problèmes, notamment, on le voyait dans le secteur de la santé, etc. Donc voilà, je vous fais part de différentes choses qu'on a pu observer. Et effectivement, voilà, l'IA Act, que ce soit au niveau de certains garde-fous, les sociétés vont être obligées d'expliquer leur modèle, de garantir qu'effectivement, elles respectent différents aspects démocratiques, différents aspects de non-manipulation. Chacun, sans être un expert, devra pouvoir comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle pour pouvoir effectivement la diffuser en Europe. C'est ça l'objet de l'IA Act, en faisant simple. Donc n'importe qui, dans n'importe quelle société, n'importe quel particulier, devra pouvoir être à même de comprendre quel est le système de fonctionnement de l'IA, en quoi la décision est responsable ou pas, où est-ce qu'il est maître de la décision. Il est maître dans les faits, mais où est-ce qu'elle va prendre le pas sur lui, etc. Et la personne doit pouvoir être maître de ça. Voilà, c'est ça l'objet de l'IA Act en gros. Voilà, donc je vous invite à lire, c'est assez simple quand on voit un peu les choses. Voilà. Merci, Julie. Merci, c'est capital. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de gouvernance, on parlait d'Europe. Moi aussi, je pensais au parallèle avec l'IA Act et je me disais, mais comment on pourrait aller de ces problématiques d'éthique vers plus concrètement les problématiques environnementales. C'est effectivement l'IA Act, déjà ce qui est très intéressant, c'est le côté extraterritorial de l'application, donc le fait que certes c'est quelque chose qui s'est fait en Europe mais qui peut s'appliquer ailleurs, et c'est que ça encadre concrètement des pratiques. Et donc effectivement, on est plus sur des sujets éthiques, notamment, voilà, quelques exemples, ne pas utiliser l'IA pour mettre en place des systèmes d'évaluation sociale, ne pas utiliser l'IA pour pouvoir exploiter des vulnérabilités chez des personnes. Est-ce qu'on ne pourrait pas, quelque part, s'inspirer un peu de ce modèle d'encadrement des pratiques pour l'appliquer concrètement aux problématiques environnementales de l'IA? C'est-à-dire, par exemple, j'impose des normes sur une quantité d'émissions de CO2 maximum émis lors de l'entraînement, l'utilisation d'un modèle. J'interdis l'implantation de data centers dans telle zone protégée en termes de biodiversité. J'incite et je contrains les entreprises à faire preuve de transparence sur leur impact environnemental, parce qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui qu'on constate, c'est le manque d'informations, de données fiables, sourcées sur la totalité de l'impact environnemental des GAFAM qui finalement communiquent essentiellement sur la partie entraînement, usage de l'IA, mais qui occulte souvent la partie amont, l'extraction des matières premières, la partie fin de vie. Donc, je pense qu'il y a tout un champ des possibles sur se dire comment on intègre dans un cadre de transparence et de normalisation des pratiques environnementales de l'IA. Là, merci de votre intervention hein, sur l'aspect sur l'IA Act. C'est hyper important. Moi, je trouve très, très important, ne serait-ce que symboliquement, qu'en partant de l'écologie, on soit arrivé à des questions politiques aussi décisives. Ouais, C'est c'est vrai, mon je suis mot de la tout fin pour le coup, pour ma part. Hugo, à vous. Bah écoutez, Théo, Adrien et Angela, peut-être en commençant par Angela, parce que si jamais vous devez partir rapidement, un petit mot de la fin. Si je juste de rajouter quelque chose, c'est Julie Lannes, je suis désolée. C'est effectivement, donc parmi les cas qu'on a étudiés, on a étudié différentes sociétés. On entend parler de Mistral, mais je vous invite à regarder la société Lighton, sur laquelle on a travaillé et qui justement, au niveau de son modèle, justement développe une forme de durabilité et de souveraineté.
Voilà. Donc, intéressant, mais mutation, donc c'est intéressant de regarder ça. Comment s'appelle la société? Light-on. Many Light thanks. comme lumière, on, le tout attaché. D'accord. Super. Merci beaucoup. Angela, peut-être C'est en le quelques mot de mots? la fin, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup pour ces discussions-là. J'espère qu'on aura la possibilité de se retrouver sur le campus et de continuer à discuter parce que j'ai beaucoup aimé tout ce tout ce que nous avons mis sur la table et merci de l'animation et de cette idée. Merci à toi d'avoir été là pour le causer, au contraire. C'est vrai, merci beaucoup Angela de ta participation. Adrien ou Théo au choix, peut-être quelques mots de fin. Vas-y, Adrien. Ok. Non, bah écoutez, je vais aussi aller dans la même trajectoire qu'Angela en vous remerciant toutes et tous. Effectivement, c'était très intéressant tout ce qu'on a mis sur la table. Et donc, grosso modo, effectivement, moi, je pense que si je devais donner un mot de la fin, c'est évidemment l'idée de ne pas céder à une forme de fatalisme ou quelque chose comme ça, en se disant qu'en fait, rien n'est jamais définitif, rien n'est jamais inévitable, et que l'IA, bah, en fait, elle peut aussi être facteur de réinvention démocratique, elle peut aussi être un facteur de soutenabilité des sociétés, mais que par contre, pour arriver à cela, bah, en fait, ça demande une refonte en profondeur de ce qu'est le projet politique de l'IA, de ce qu'est son projet économique, et donc du cadre, du cadre sociétal et économique et politique dans lequel tout cela se joue. Peut-être pour continuer, pour finir sur cette note positive, aussi se dire que malgré tout ce qu'on a dit, on a des leviers d'action et tout le monde peut jouer son rôle. Alors certes, forcément, la balle est plus dans le camp des Google, Microsoft, etc. Mais même à titre de l'entreprise ou du parti, au choix des modèles qu'on va utiliser d'IA, dans aussi notre choix de la sobriété, diminuer notre nombre de requêtes si on utilise de l'IA générative, étoffer ces prompts pour essayer de tout synthétiser en une seule requête plutôt d'en faire 10 pour la même problématique. Il y a plein de leviers qui peuvent être actionnés. Et ça, c'est beaucoup des choses qu'on explore avec OnePoint pour se dire comment je peux avoir un usage plus raisonné, plus éclairé de l'IA et ne pas être submergé par justement l'aspect négatif qui est toutes ces contraintes ou ces complexités, ces difficultés qu'on a évoquées, mais vraiment utiliser l'IA à des finalités qui surpassent finalement ces complexités, ces difficultés-là qu'on a évoquées tout au long du webinaire. Super. Bah, merci beaucoup Théo. Je pense que c'est un super mot de la fin. À mon avis, on va pouvoir s'arrêter là. Merci encore à tout le monde d'avoir été là. Merci aux différents panélistes, Déborah et Laurent, pour l'organisation conjointe. Et merci aussi à Thomas de OnePoint pour l'ensemble de la participation qui s'est avérée hyper utile. Et merci surtout à vous qui avez été là. Je ne sais pas si quelqu'un veut donner encore quelques mots, mais on va pouvoir, je pense, s'arrêter. Ah bah Hugo, les quelques mots, c'est merci l'animation pour le coup. Oui, merci Hugo. Impeccable. Et alors, je rappelle, hein, c'est enregistré, on fait une transcription écrite brève sur LinkedIn et une transcription écrite plus longue qui va donner lieu avec les autres chapitres à un livre blanc. Merci beaucoup à tout le monde. Hein. À très très bientôt et merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Merci à toutes et à tous et merci à nos chers panélistes. C'était super Merci, au intéressant. revoir. Je vais envoyer le lien du replay à tout le monde. Un Merci grand merci pour beaucoup. votre présence. À bientôt.